Voilà. Bonjour à nos fidèles auditeurs de la radio CPAM, le 1410 AM. Alors voilà, je n'ai pas changé de nom pendant ce temps. Je m'appelle toujours Jean-Claude Bien-Aimé. Je suis membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Et depuis près de mois, nous animons une émission. Je dis nous parce qu'on a d'autres intervenants qui sont venus au micro. Et nous comptons en avoir d'autres. Nous animons une émission sur les finances personnelles, sur l'argent. Alors, notre but à nous, c'est fournir de l'information pertinente, l'information financière pertinente. Une information pertinente, c'est une information qui aide à prendre des décisions. Ensuite, nous voulons faire la promotion du savoir financier, promouvoir la connaissance financière. Et puis enfin, le dernier point, nous voulons accompagner les gens dans les décisions qu'ils doivent prendre en matière financière. C'est certain, depuis le dernier moment où on s'est rencontrés, la dernière émission, j'ai reçu plusieurs appels et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à certaines questions touchant effectivement l'immeuble locatif. Je n'ai un appel encore ce matin pour quelqu'un qui a acheté un immeuble locatif, qui a besoin de renseignements. Alors, c'est certain, au début, je n'ai pas donné mon téléphone de peur d'être inondé, mais je ne suis pas seul. Je suis accompagné de 8 autres associés. J'ai d'autres bureaux qui font des déclarations de revenus, bureaux pour lesquels je supervise les déclarations. Il y en a sur P9, il y en a sur Fleury, il y en a sur Bourassa, il y en a partout. Mais quand même, plus tard, on vous donnera quelques informations touchant le numéro de téléphone ou l'adresse, parce que moi qui vous parle, j'ai déjà reçu mes trousses d'impôts. J'ai reçu mes trousses du fédéral, j'ai reçu mes trousses du provincial et j'ai même reçu mes relevés fiscaux. En sorte que si j'attendais pas d'autres documents, les dons de charité et autres, les dons de charité, on m'a dit la semaine prochaine, je les aurai. J'aurais déjà fait ma déclaration de revenus parce que tout est déjà prêt. Alors voilà, aujourd'hui, nous allons répondre à certaines questions. Des questions très simples, il y en a qui sont un peu plus compliquées, ça demande des expertises, ça demande des vérifications supplémentaires. Alors voilà, alors nous disons toujours, débutons par le début, commençons par le commencement. Nous observons que les gens qui ont du succès financier, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont fait de grandes études. On parle de leadership, leadership financier. On remarque que oui, les études aident, les gens qui vont au collège, à l'université, c'est bien, mais on remarque que certaines personnes développent du leadership financier. Ça veut dire quoi? Ces gens consultent les vraies personnes, vont à la vraie information. On parle d'informations pertinentes. Ce sont des gens, les gens qui ont du succès sont des gens qui disent souvent mon succès ne découle pas de mes études, mais mon succès découle des décisions prises en matière financière. Pas vrai? Donc, ton altitude dépend de ton attitude. Ça veut dire quoi? Tous les oiseaux ont un plumage, mais tous les oiseaux ne volent pas à 100 km/h, à 100 à l'heure. Tous les oiseaux ont le même plumage, mais il y en a qui volent plus haut, plus loin que d'autres. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est fait. Donc, il y en a qui ont du succès parce qu'ils ont investi dans l'immobilier. J'ai ce matin reçu un appel, quelqu'un qui vient d'acheter un triplex. Et la semaine passée, j'en ai reçu. De plus en plus, mes amis achètent des cuisines mais bas revenus. Ils ont compris ce qu'on entend par levier financier. Levier financier, c'est que pour soulever un poids lourd, vous prenez un appui, un levier, un bois, un morceau de bois, quelque chose pour soulever. Donc, quelqu'un qui a placé son argent dans l'immobilier, qui a investi dans l'immobilier, un duplex, un triplex, un quadruplex, etc., c'est quelqu'un qui n'est pas seul dans la course. Il y a quelqu'un, un locataire, qui vous aide à payer votre propriété, votre immeuble à revenus. Donc, ce qu'on appelle levier financier, pas vrai? Et quand vous avez un immeuble à revenus, vos outils sont déductibles d'impôts, la peinture est déductible d'impôts, les céramiques sont déductibles. Donc, il y a beaucoup de dépenses qu'on peut mettre contre le revenu locatif. Alors, on verra ça plus tard parce que j'ai une question là-dessus. Alors, commençons par les premières questions. Je suis marié et mon mari est un non-résident. Ça veut dire mon mari vit en Haïti, mon mari vit aux États-Unis, mon mari vit en Europe. Puis-je le mettre dans ma déclaration de revenus? Alors, si vous êtes marié en Haïti, vous êtes marié aux États-Unis, vous êtes toujours marié. Marié en Europe, vous êtes toujours marié. Et en faisant votre déclaration de revenus, vous ne pouvez pas mettre deux déclarations. Une mariée, une non mariée. Ça veut dire célibataire ou séparé, non. Vous êtes marié, vous n'êtes pas séparé, vous n'êtes pas divorcé. En faisant votre déclaration de revenus, vous devez dire que vous êtes marié. C'est certain, le logiciel d'impôt va tout de suite déclencher un autre formulaire qui vous demande les renseignements sur votre conjoint. Sa date de naissance, son numéro d'assurance sociale, son adresse, son revenu de travail, etc. C'est certain, la personne n'a pas d'assurance sociale, c'est un non-résident.
Alors, si vous faites la déclaration papier, vous marquez non-résident. Mais si c'est électronique, vous ne marquez rien. Parfois, tout de suite, la machine va mettre une note d'erreur pour dire ce monsieur-là n'a pas de numéro d'assurance sociale. Donc, il y a deux façons de faire. Ou bien vous prenez votre mari en charge, attendez-vous à recevoir en juillet, août, un papier qui demande les renseignements sur son revenu, parce que quelqu'un qui est votre conjoint, si la personne a des revenus, ça diminue votre TPS, ça diminue votre crédit de solidarité, ça diminue certains crédits auxquels vous avez droit. Et si la personne n'a pas de revenus du tout, à ce moment-là, la déduction de base est prise à 100%. Mais là encore, comme je vous dis, si vous mettez votre mari, votre conjoint comme personne à charge sur votre déclaration de revenus, attendez-vous à des vérifications ultérieures parce que la plupart des dossiers que j'ai faits dans ce cas-là, on demande aux gens de prouver qu'ils ont pris soin du mari via des transferts d'argent, des correspondances. Pas vrai? Donc, on demande des documents supplémentaires pour prouver que oui, ce monsieur-là est votre mari, vous êtes bel et bien marié et ce monsieur a ou n'a pas de revenus. Donc, oui, on peut mettre le conjoint, mais il faut faire attention si on le prend à charge ou pas. L'autre question, je suis conjointe de fait, puis-je faire une déclaration de revenus séparée? Bon, idéalement, on dit toujours aux gens de faire une déclaration ensemble. Pourquoi ensemble? Il y a beaucoup d'avantages, même quand vous êtes conjoint marié ou conjoint de fait. Conjoint de fait, c'est parce que vous vivez 12 mois ensemble, ou encore vous avez un enfant ensemble, vous avez adopté un enfant ensemble, ça vous fait un conjoint de fait. Maintenant, le mot dit, c'est le fait qui déclenche le processus de conjoint. Si vous faites ça séparé, vous avez le droit, vous avez le droit de faire ça séparé. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Le premier conjoint qui fait sa déclaration, c'est celui-ci ou celle-là qui va recevoir le crédit lié à la TPS. TPS, c'est taxe produit service. Vous achetez des produits, vous utilisez des services, vous payez 1,1497 là, près de 15% de taxes à la consommation. Donc, l'État fédéral vous rembourse une minime partie de ce montant-là. Et si vous êtes seul, vous recevez ça à 100%. Si vous êtes conjoint de fait ou vous êtes marié, il y a un des deux qui doit décider qui va avoir. Souvent, quand je n'ai pas d'option bien claire, je mets ça sur l'épouse. Et parfois, le mari dit non, on peut mettre ça sur ma femme, pas de problème, quand les deux sont là. Donc, idéalement, c'est bien de faire ensemble. Pourquoi? Parce que le crédit, c'est pour une seule personne dans la famille, pas pour les deux. Donc, si vous êtes séparés, il y a des risques que chacun reçoive un crédit, mais à la fin de l'année, on vous demande de rembourser. On demande à l'un de rembourser. Souvent, les gens se pressent à faire des déclarations tout de suite pour avoir ce crédit-là. Donc, quand vous êtes conjoint de fait, vous faites ça séparé. La première personne qui fait sa déclaration de revenus reçoit ce crédit. Il en est de même pour le crédit solidarité. Le crédit solidarité, c'est québécois. Alors, la TPS, c'est fédéral. Le crédit solidarité a 3 pendants. Un pendant pour les gens qui vivent dans la région nordique, un pendant pour la TVQ. Encore là où vous payez TVQ, c'est taxe de vente, pas vrai, du Québec. Donc, vous payez un certain montant quand vous achetez, quand vous prenez certains services. Donc, on vous rembourse une minime partie de ce montant-là. Et puis également, si vous habitez un logement, pas vrai, vous pouvez avoir droit à un crédit solidarité assez élevé si vous vivez seul. Mais si vous êtes à deux, le crédit est donné à une seule personne, pas à deux. Donc là encore, le conjoint qui a fait sa déclaration au début, c'est ce conjoint-là ou cette personne-là qui reçoit le crédit TPS et le crédit solidarité sont des montants qu'on vous envoie au mois ou 3 mois, qu'on dépose sur votre compte de banque ou qu'on vous envoie par chèque. Souvent, il préfère plus dépôt direct que compte de chèque. Également, quand vous faites votre déclaration ensemble, il y a possibilité de transférer des crédits non remboursables. Par exemple, vous avez des crédits de don de charité, on peut mettre ça sur l'autre. Vous avez des frais médicaux, on peut mettre ça sur l'autre. Donc, il y a plusieurs montants qu'on peut transférer d'un conjoint à l'autre parce que le comptable qui fait votre déclaration, celui qui prépare votre déclaration, a les deux dossiers en main et est capable de faire le lien entre les transferts. Donc, c'est bon de faire ça à deux, mais je sais qu'il y en a qui ne veulent rien savoir de ça. Il faut admettre ça, le client est roi. On travaille d'après la demande du client. Mais l'idéalement, c'est de faire ça ensemble. On me dit, je suis chauffeur de taxi ou je suis propriétaire de taxi. Dans le passé, j'avais droit à des crédits remboursables. Est-ce que ces crédits sont encore là? Alors, j'ai reçu la dernière mise à jour du Revenu Québec, en date pour les impôts 2022. Alors, parmi les changements proposés pour 2022, alors effectivement, ils ont enlevé le crédit pour chauffeur de taxi et le crédit pour propriétaire de taxi. Dans le passé, oui, il n'y a pas de problème, mais la loi dit le crédit d'impôt pour chauffeur de taxi est aboli à compter de l'année 2022. Et quand vous dites l'année 2022, pour un contribuable, c'est l'année civile. L'année qui commence en janvier d'une année qui se termine en 31 décembre de cette même année-là. C'est l'année civile. Donc,
l'État québécois dit le crédit d'impôt pour chauffeurs de taxi. Pourquoi on donnait ce crédit-là? On donnait ce crédit-là parce qu'en hiver, les voitures de taxi continuent à fonctionner en plein hiver, donc consomment beaucoup d'essence. Et l'État donnait un certain montant en fonction du revenu gagné pour cette activité de taxi. Pas vrai? On parle de transfert, de transport de personnes. Alors, il y a un crédit qu'on donnait aux chauffeurs, il y a un crédit qu'on donne aux propriétaires. Maintenant, on ne fait plus ça. C'est aboli depuis 2022. Le crédit d'impôt pour propriétaires également est aboli à compter de l'année d'imposition ou de l'exercice financier, selon le cas qui a débuté après octobre 2020. Donc, on a éliminé complètement cette affaire-là. C'était en vigueur, mais l'État a jugé bon parce qu'il y a beaucoup de ménages faits dans l'industrie du taxi. J'ai plusieurs chauffeurs de taxi, propriétaires de taxi pour qui je travaille. Vous savez, depuis un bout de temps, on a la redevance qui est venue. Il y a certains modules électroniques. De l'extérieur, on parle de MEV, hein, MEV, module de vente électronique. Les chauffeurs de taxi, les propriétaires de taxi ont un module similaire dans leur voiture. L'État veut mettre de l'ordre là-dedans. Donc, l'industrie a beaucoup changé et puis les gens se disent qu'ils font plus d'argent. Il y en a même qui font Uber de préférence parce que Uber est plus rentable. Donc, c'est pour vous dire que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas plus tard. Ce qui est vrai en 2022, ça se peut qu'il y a un nouveau budget qui est sorti en avril ou mai 2023. Alors, la déclaration de 2023 sera modifiée en fonction des lois et des mises à jour faites par le gouvernement. Donc, on est rendu là. Alors, oui, monsieur, oui, madame, les crédits, ces crédits qui étaient remboursables ont été abolis. L'autre question, aide sociale. Quelqu'un pose la question, j'ai reçu des allocations d'aide sociale qu'on appelle maintenant allocation de dernier recours. Est-ce que je dois faire ma déclaration de revenus? Est-ce que c'est important? C'est obligatoire? Parce que le montant que je reçois, d'après ce que m'a dit le gouvernement, ce montant n'est pas imposable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors nous reprenons. Quelqu'un qui vit d'aide sociale ou aide de dernier recours, vous allez recevoir un document pour faire votre déclaration de revenus, mais ce revenu n'est pas imposable. Ça voudrait dire on le met pour pouvoir calculer votre revenu net. Après, on l'enlève. Revenu imposable, donc vous avez reçu 8 000 $ d'aide sociale ou d'aide dernier recours. Ce 8 000 est mis comme revenu total. Ce 8 000 $ encore est mis comme revenu net. Mais quand vient le revenu imposable, on l'enlève, ça donne 0. Donc, ce n'est pas imposable, mais l'État tient compte de ça. Parce que le revenu net, c'est le revenu qui aide à calculer votre crédit TPS, votre crédit solidarité. Donc, on veut avoir votre revenu net. Même question, j'étais en congé maternité. L'autre personne dit, j'étais en indemnité de remplacement de revenus parce que j'ai eu un accident au travail. Est-ce que c'est déductible pour faire d'impôt? Est-ce que c'est imposable? Là encore, l'indemnité reçue parce que vous avez un accident, n'est pas imposable. Mais c'est certain, comme l'aide sociale, on en tient compte pour le calcul du revenu net, mais vous n'avez pas d'impôt vraiment à payer. Il y en a de même pour d'autres montants que vous recevez comme supplément de revenu garanti. Ce supplément-là est mis comme revenu, mais en fait, on l'enlève après parce que l'État veut connaître votre revenu net. C'est pour ça, même quand le revenu n'est pas imposable, pas vrai, on met la déclaration de revenus. Pourquoi? Pour pouvoir calculer le revenu net en vue de calculer votre crédit TPS, votre crédit solidarité. Frais de scolarité au secondaire privé, à l'école primaire privée. Il y a des parents qui mettent leurs enfants au primaire privé. Il y a des parents qui choisissent de mettre leurs enfants au secondaire privé, pas vrai, collège privé. Alors, à ce moment-là, en l'enfer au secondaire ou l'enfer au primaire, on paie un montant mensuel, 500, 600, 300, 400, dépendant du montant qu'on paye. À la fin de l'année scolaire, ça fait un gros montant, ajouté aux fournitures scolaires. Donc, les parents demandent, est-ce que je peux mettre ces montants payés dans mon impôt? La réponse est négative, c'est non. Parce que quand vous mettez votre enfant à l'école primaire privée, c'est un choix que vous avez fait. Quand vous mettez votre enfant à l'école secondaire privée, c'est un choix que vous avez fait. Donc, ces deux entités, ces deux institutions ne donnent pas de reçu pour faire d'impôt. Par contre, votre enfant est au collège, alors c'est public. Votre enfant est à l'université, là encore c'est public. À ce moment-là, les frais de scolarité vont donner un T2202 ou un LV8 qui, ces deux documents servent pour fin d'impôt. Là, il y a une déduction qui peut être prise pour les montants payés en vue des études de vos enfants au collège et à l'université. C'est bien clair. École primaire privée, secondaire privée ne donne pas droit à des déductions pour fin d'impôt. Mais c'est certain, vous avez payé, on comprend ça. Mais l'État dit c'est un choix que vous avez fait. Il y a l'école publique, il y a l'école privée.
Si votre enfant va à l'école privée, c'est un choix que vous avez fait. D'ailleurs, ça me permet de dire que on a observé le portrait de ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent dans un nouveau pays, dans un nouvel environnement, dans un nouveau territoire, dans une nouvelle province, ce sont ceux qui comprennent comment fonctionne le régime fiscal. Et dans nos chroniques, nous essayons d'intégrer la comptabilité, les finances et la fiscalité. Pourquoi? Parce que si vous comprenez comment ça fonctionne, il m'arrive déjà des choses qui viennent avec leur sac bourré de reçus de Super Carnaval, Maxi, IGA, Max, Loblos, etc. La nourriture que vous prenez chez vous n'est pas de type fait d'impôt. Les gens viennent d'arriver, ils ne sont pas au courant. Donc c'est bien d'être au courant du régime fiscal où vous êtes, où vous habitez, où vous résidez. C'est bien d'être au courant de l'accès au crédit. Hein, pas vrai, partout on vous envoie des cartes de crédit, les banques vous envoient des cartes de crédit, les commerces vous envoient des cartes de crédit. Et on a remarqué les commerces, les taux des cartes de crédit sont plus élevés que chez les banques. Alors mieux vaut aller avec une carte de crédit bancaire et non pas une carte de crédit, je vais dire n'importe quel nom, Canadian Tire, Sears, Rona, Renault Dépôt, Mettez-en, Lowe's, Home Depot. Alors c'est mieux d'aller avec une carte de crédit, pas vrai, institutionnelle, une banque, qu'avec une carte de crédit de magasin. Il en est de même pour carte de crédit et marge de crédit. Souvent, le taux de marge est moins élevé que le taux de carte de crédit. Alors, mieux vaut avoir une marge de crédit, utiliser la marge de crédit qu'une carte de crédit. Exemple, je vois des cartes à 18%, des cartes à 20%. Dans les magasins, c'est même de 24%. Alors qu'une marge, c'est le prix de base, 4,5 plus 1, plus 2, plus 3. Pas vrai? Donc, ce qui fait qu'en allant avec la marge, vous gagnez beaucoup. Vous gagnez beaucoup. Et c'est toutes ces informations-là qu'on veut véhiculer aux gens pour que les gens puissent prendre de bonnes décisions. Ça ne sert à rien d'avoir 4-5 cartes de crédit en poche. C'est ça, c'est du crédit. D'ailleurs, en ayant du crédit, ça dit que vous n'avez pas d'argent. Si vous avez 4 cartes de crédit, c'est sûr que des cartes de crédit que vous utilisez. Moi, j'ai possède une carte que je n'utilise pas. J'ai une marge que je n'utilise pas non plus. Donc, ce n'est pas un problème. Mais si vous utilisez 4 cartes de crédit, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est en manque financier, qui a des besoins financiers, qui est en manque d'argent. C'est pour ça que vous avez ces cartes-là, vous l'utilisez. Donc, c'est bien de connaître le régime fiscal du pays dans lequel vous habitez, vous résidez. C'est bien de connaître comment fonctionne le crédit. Pas vrai, tout le monde vous demande de venir chercher du crédit, mais payer, c'est une autre chose. De même chose à l'accès au savoir. C'est quoi le savoir? C'est ce que nous faisons maintenant. Partager de l'information. Et on voit l'information, c'est quelque chose qui rapporte. Depuis 3 ans, beaucoup de mes clients ont acheté des immeubles à revenus. Parce que je regarde les salaires, monsieur, madame, ce sont de très bons salaires. Alors je me demande, pourquoi êtes-vous encore en appartement? Vous gagnez 90, l'autre gagne 120. Mais pourquoi vous êtes toujours en appartement? Bon, on n'y a pas pensé, parce qu'un appartement, il y a des frais, il y a des taxes, il y a des assurances, oui, mais quand vous êtes en appartement, vous allez payer toute votre vie un appartement. Alors que quand vous avez votre propriété, votre résidence, vous savez, c'est bon pour 25 ans, c'est bon pour 20 ans, c'est bon pour 30 ans. Ça voudrait dire, à un moment donné, vous allez finir de payer et cet immeuble qu'on appelle immobilisation, on ne peut pas le déplacer, reste votre immeuble personnel, votre immeuble résidentiel. Pas vrai? Donc, résultat, à force de payer à un moment donné, vous n'avez plus de dette, plus d'emprunt. Donc, cet immeuble, cette propriété est libre, pas vrai, de dette. Donc, c'est toujours bon d'acheter que de louer, mais faut-il bien avoir les moyens pour acheter? Pas vrai, ça prend une mise de dépôt, ça prend des taxes de bienvenue, ça prend. Mais l'effort vaut la peine d'être fait parce que on gagne beaucoup quand on est propriétaire. Et puis, on parle beaucoup accès à la connaissance. Exemple, vous avez des gens qui vous offrent des taux d'intérêt faramineux. J'ai accompagné un de mes clients qui a été sur la rue Moncelet, rencontre un monsieur qui vendait, pas qui vendait, mais qui ramassait de l'argent pour Haïti. Il y avait une coopérative en Haïti, de transport, tout et tout. Et puis quand je suis arrivé voir le monsieur offrait le double des banques. Les banques étaient à 6%, lui offrait 12%. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je ramasse l'argent parce qu'il y a un projet en Haïti, on investit dans les autobus, transport de personnes, transport de marchandises. On a une coopérative, tout. Alors on ramasse l'argent du Canada pour envoyer en Haïti. J'ai demandé, quelle est la garantie que vous me donnez? Il dit, mon cher monsieur, je n'ai pas de garantie. C'est Haïti qui peut vous donner des garanties. Haïti ne peut même pas prendre soin d'elle-même comme pays. Et vous allez me dire, Haïti va me donner une garantie. Je suis au Canada, j'ai des épargnes. Je vais vous confier mes épargnes, vous envoie en Haïti, puis Haïti va me donner des... Voyons donc. Je suis parti. Je n'ai pas investi un sou. Mais l'ami qui m'accompagnait, qui voulait investir, il est retourné, il a investi $6 000 américains, il a tout perdu.
Il a tout perdu parce que cette coopérative haïtienne l'a fait faillite, tout et tout. Il y a toute une histoire après de ça. Donc il a perdu. Son frère a perdu aussi. Beaucoup ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils prennent l'argent ici, ils envoient ça en Haïti sans garantie, avec des taux d'intérêt doubles, hein, le double que le taux des banques. Et voilà, le monsieur a perdu. Et quand il a rencontré le démarcheur ici au Canada, il a dit à Montréal, que faire? Il a dit, donne-moi encore de l'argent. De cet argent-là, on va vous rembourser parce qu'on va démarrer une coopérative. Il m'a demandé qu'est-ce que tu en penses. Je dis, moi, je n'embarque pas dans ça moi-même. Je n'embarque pas dans... Quand c'est trop beau pour être vrai, les banques offrent 6, quelqu'un vous offre 12. Quelqu'un offre, la banque vous offre 0,2 par mois, l'autre vous donne 0,10 par mois. Moi, j'y vais pas. Je suis très conservateur dans la gestion de mes fonds, dans la gestion de mes épargnes. Je ne confie pas mes épargnes à n'importe qui. Pas vrai? Mes épargnes sont Placement Québec et la Banque nationale. Les deux endroits où j'ai mes épargnes. Après ça, oubliez ça. Je ne vais pas dans le bitcoin, je ne vais pas dans ces affaires comme ça. Donc, je ne prends pas de risque vraiment. Alors, on a observé ceux qui réussissent vont dans l'immobilier. Ceux qui réussissent ont la connaissance du régime fiscal là où ils vivent. Ceux qui réussissent font de bons placements, pas avec des rendements exorbitants, puis que vous n'allez jamais voir la couleur. Donc, les gens font de l'argent en utilisant ces informations-là, en mettant en pratique ces 4 points-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut demander des conseils. Hein? Il faut me demander des conseils. Comme aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé pour un conseil. J'ai fait une recherche, première recherche, je n'ai pas trouvé. Donc, je vais appeler Revenu Québec pour avoir plus de renseignements, des renseignements précis. Parce que le renseignement que donne nos clients, il faut que ce soit quelque chose de pertinent, qui est vrai, qui est crédible, qui est vérifiable aussi. Donc, je ne peux pas dire n'importe quoi. Si je ne suis pas au courant, je vais m'informer. Ensuite, je reviens au client pour lui donner la vraie information. Donc, ceux qui développent cette expertise dans les 4 points que nous avons mentionnés, on remarque qu'ils vont plus loin, qu'ils vont plus haut, qu'ils ont des stratégies de développement, des stratégies qui font que leur patrimoine financier, à chaque année, augmente. Pas vrai? Donc, on parle de qui placent l'argent dans l'immobilier, qui ont une bonne connaissance du régime fiscal, qui connaissent comment ça fonctionne le crédit, qui font des investissements non risqués, et enfin, qui ont accès à la connaissance et au savoir. Comme ce que nous faisons présentement, on a remarqué que le savoir rapporte beaucoup, parce que les gens nous appellent. La semaine passée, j'ai une dame qui m'a appelé pour faire son impôt. Elle habite la Rive-Sud, j'habite la Rive-Sud, ça tombe bien, vous voulez avoir mon téléphone personnel, qui est le 450-448-1104. 450-448-1104. Effectivement, elle habite Longueuil. Pour ceux qui habitent Longueuil, qui ne veulent pas traverser le tunnel, qui ne veulent pas traverser le pont Jacques-Cartier, qui ne veulent pas traverser le pont Victoria, qui ne veulent pas prendre d'autres alternatives encore pour traverser Longueuil, peuvent m'appeler. Mon épouse est à la maison, peut prendre les renseignements et puis moi, je fais le suivi. Donc, c'est 450-448-1104. Tantôt à la pause, nous allons donner les autres renseignements, les autres personnes qui font des déclarations à Montréal, qu'on peut toujours aller trouver, qui sera vraiment plus facile parce que vous êtes à Montréal, moi j'habite la Rive-Sud. Mais je continue à faire des déclarations quand même. Maintenant, avant d'aller à la pause, une autre question qu'on me pose, les titres de transport ou les passes d'autobus que j'achète, est-ce qu'ils sont déductibles d'impôts? Est-ce que les titres de transport, quand je prends l'autobus public, parfois j'achète un ticket ou j'achète une passe mensuelle, est-ce que ce ticket ou la passe mensuelle, on peut les mettre dans notre impôt? La réponse est encore négative, c'est non. Dans le passé, c'était oui, maintenant, c'est non parce que le régime a changé. On a modifié ça. On ne peut plus mettre nos passes autobus, on ne peut plus mettre nos titres de transport, pas vrai, on ne peut plus mettre notre nourriture, on ne peut plus mettre notre nettoyage de vêtements et autres dans notre impôt. Ce sont des choses personnelles. Donc, ce sont des dépenses personnelles qui ne sont pas déductibles pour faire un impôt. Après la pause, nous allons revenir sur revenus locatifs, immeubles locatifs, car j'ai quelques questions qu'on m'a posées là-dessus. Après la pause également, on viendra encore sur le REER pour vous dire qu'il manque quelques jours encore pour cotiser au REER. Donc, c'est le temps pour ceux qui l'ont oublié, pas vrai? Donc, vous avez reçu un avis de cotisation fédérale dans lequel il y a le montant que vous pouvez mettre. Donc, quelqu'un me dit, est-ce que je peux mettre plus? Non. Si vous mettez plus, vous serez pénalisé, pas vrai? Vous devez mettre le montant qui est indiqué. On peut mettre moins, par exemple. Il n'y a pas de problème. Donc, après la pause, nous viendrons au changement parce que j'ai reçu les deux cahiers, un du provincial, un du fédéral, avec les changements pour 2022. Donc, c'est toujours bon d'être à jour. Ce qui était vrai, comme par exemple les crédits remboursables pour chauffeur de taxi, ne l'est plus. Ce qui était vrai, on va voir tantôt les frais de garde d'enfants, ils ont bonifié ça. Ils ne vont pas prendre de petits bouts de reçus, de bouts de papier là. Donc, nous sommes dans un environnement changeant, dynamique. Hein? Ce n'est pas statique.
Donc c'est pour cela, celui qui prépare les déclarations de revenus doit être à jour dans ses renseignements, doit être à jour dans sa façon de faire, pas vrai? Moi qui vous parle, l'ordre des comptables agréés, mais des formations en impôts particuliers, en impôts de corporation. Et les formations que nous partageons avec vous, c'est une formation que vous allez payer $350, $450, n'importe où, plus taxes, pour avoir ces informations-là. Alors que la radio CPAM, le 1410, met cette information à votre disponibilité gratuitement. Donc, non seulement vous devez écouter l'émission, mais ce serait bien d'inviter vos amis aussi à l'écouter, d'inviter vos proches. C'est le lundi, 13h pour 14h, le jeudi, 13h pour 14h toujours. J'ai commencé avec l'impôt des particuliers. J'invite un expert en RIER et CELI. Et bientôt, nous aurons quelqu'un en immobilier. On parle beaucoup d'immobilier. D'ailleurs, à l'université HEC, où j'ai passé mes 4 ans d'études, on a beaucoup mis accent sur ce placement qui est un bon placement dans l'immobilier. Vous savez, les gens de la communauté juive, les gens qui viennent du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on investit beaucoup. Hein. Les Italiens aussi investissent beaucoup dans l'immobilier. Pourquoi? C'est le levier qui est très rentable. Chaque mois, vous passez prendre votre loyer, c'est sûr et certain, vous devez faire un peu de ménage aussi, s'assurer que c'est bien entretenu, bien propre. Mais plusieurs de mes clients maintenant, je dois avoir ces 3 dernières années, près de 10, qui ont fait des achats de propriétés. Suite à mes conseils, je suis content et ravi de voir qu'il y a plus de 10 personnes maintenant qui sont plus locataires, qui sont propriétaires. Et même quand vous êtes propriétaire, on va voir ça, on peut demander le crédit solidarité également. Même quand vous n'avez pas le relevé 31. Le relevé 31, c'est pour les locataires. Mais quand, par exemple, vous êtes en pension, vous vivez seul chez vous, vous êtes un retraité, vous habitez une propriété qui vous appartient, là encore, vous avez droit au crédit solidarité. Pour le crédit soit plus élevé, vous devez mettre votre numéro de cadastre. À la place du relevé 31, il y a une ligne propriétaire de cette résidence. Vous mettez votre numéro de cadastre, combien de personnes propriétaires, 1 ou 2, et puis voilà, votre crédit de solidarité sera plus élevé. C'est un petit peu ça l'information qu'on veut passer aux gens. Parce qu'on a observé que dans les coffres du gouvernement dorment beaucoup de crédits, beaucoup d'argent. Pas vrai? Mais les gens ne vont pas chercher suite à méconnaissance, ignorance, ou encore on ne parle pas la langue française, la langue anglaise. Donc les gens laissent passer beaucoup d'argent. Et nous, notre but pendant les émissions que nous allons faire, pour combien de temps, on ne sait pas. Mais nous comptons vous accompagner dans cela. Voilà, nous passons à une pause publicitaire et ensuite nous allons revenir avec les autres questions posées par les contribuables. Merci et à tantôt.
Merci, voilà, nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Permettez-moi, avant de continuer, de mentionner certaines compagnies, certaines entreprises qui sont nos partenaires, nos commanditaires. Je parle d'Imoba, qui se trouve au 1 Place Ville-Marie 3, suite 400, Montréal, 514-267-2588. Que fait le groupe Imoba? C'est un groupe conseil en projet immobilier. On a compris qu'acheter une propriété résidentielle ou à revenu, c'est le plus gros investissement, le plus gros placement qu'on puisse faire dans sa vie. Donc le groupe s'occupe de vous accompagner dans le secteur résidentiel ou commercial lors de l'acquisition d'une propriété. Vous avez également actuairplus.com 514-692-2788. C'est un jeune actuaire qui s'occupe du partage du patrimoine familial. Vous avez des problèmes de séparation, de divorce, et vous voulez savoir est-ce que l'autre a accès à votre pension de retraite, est-ce que vous devez partager votre REER, partager vos épargnes, vos REER, vos CELI, les calculs actuariels qu'il faut faire en responsabilité civile. Donc, le groupe actuairplus.com s'occupe de tout cela. Vous avez également Easy Support qui fait du service informatique, vente, installation de Microsoft Office, création de sites web, support informatique à distance ou à domicile, 438-930-7798. Nous avons restaurant chez Toutou, qui est au 4310 Bélanger Est, Montréal, 514-729-5111. Les services offerts sont multiples, projets de réunion, de réception, regroupement d'amitié, leur spécialité poisson gossel, le cabri, cuisine haïtienne, mets créole. Nous avons ensuite le groupe Adar. Le groupe Adar est au 230 Henri Bourassa S, bureau 201, 514-518-2982. Ce groupe fait de la comptabilité générale, la gestion de projets. Il y a un montant d'allocation canadienne de $500 que le gouvernement donne présentement, le fédéral. Le groupe peut vous aider à aller chercher ce montant-là. Aussi bien le provincial donne 80 jusqu'à $200 par mois pour allocation logement. Le groupe peut s'occuper de ça pour vous. Aussi, le groupe fait de la sermentation, les déclarations de revenus. Il y en a déjà qui ont reçu leurs relevés fiscaux pour lesquels on peut faire des déclarations. J'en ai reçu plusieurs ces derniers temps, des déclarations à faire. Élaboration du plan d'affaires. Tout ça peut se faire au 514-518-2982. Nous avons aussi le groupe Jocagem qui fait le transfert d'argent via RIA et MoneyGram, vente et réparation d'ordinateur, vente et réparation de cellulaire. C'est un centre multiservice 514-400-7240. Ensuite, nous avons Confort Plus, matelas. Alors là, on trouve des meubles pour toute la maison, des meubles de qualité et à prix imbattable. Le service de livraison est inclus dans le prix que vous payez. Et si vous dites que vous venez de la chronique financière animée par Jean-Claude Benimé, vous allez recevoir un rabais supplémentaire. Sur magasin se trouve au 5601 Bourassa S à Montréal, 514-998-5647. Enfin, nous avons Casse-Coup de Pam Pibon qui est au 8495 Boulevard Saint-Michel, Montréal, 514-723-0101. Là, chez Casse-Coup de Pam Pibon, il y a du fritage en tout temps. Il y a des pâtés cordés au poulet et à l'aran. Il y a du tasso, de la dinde, du poulet, menu créole, cuisine haïtienne. Les mets sont délicieux et le prix est abordable. Voilà un peu ce qui concerne les entreprises qui nous supportent dans ce cheminement. Je dois vous dire également, non seulement nous parlons d'impôts particuliers, nous avons parlé de REER, mais sans vient l'endettement. On parle de l'endettement. J'ai accompagné des gens à la banque qui ont des crédits énormes, qui ont de la misère à obtenir des prêts pour mille et une choses. Alors, on aura quelqu'un qui va venir nous parler également de l'endettement. Pas vrai, l'endettement via les cartes de crédit, l'endettement vers les prêts personnels, l'endettement vers les marges. Donc, on aura comment arranger notre cote, notre cote de crédit, comment arranger ça. On vous parle également des assurances. Dans ma carrière, j'ai eu le monsieur avait un duplex et puis l'assurance avait demandé de faire des travaux pour assurer le duplex. Le monsieur n'a jamais fait les travaux. Donc, le monsieur n'était jamais assuré. Il y en a comme ça qui prennent le risque de ne pas assurer leur commerce. Mais si un feu arrive, si quelque chose arrive, là, on est vraiment pris dans le gros pétrin. Pourquoi? Parce que, normalement, une maison, on a intérêt à assurer notre maison. De même qu'on assure notre voiture, il y en a qui ont même un appartement. J'ai des locataires qui assurent leur appartement. Vous payez $80 par mois pour un cellulaire, alors que payer $25 pour assurer votre appartement, vous négligez cela. Donc, c'est important d'assurer vos biens, d'assurer
l'espace, un feu arrive, c'est vous qui êtes l'auteur de cela, vous êtes couvert par votre police d'assurance, donc c'est important d'avoir une assurance. Bon, il y a également l'assurance responsabilité, la civile, l'assurance vie, toutes sortes d'assurances. Donc nous avons des gens qui viendront également, même j'ai mis sur la liste testament et succession. Pas vrai, il y a un âge qui arrive, c'est bon de faire son testament, ça exprime notre dernière volonté. Et puis comment vont départager, on fait le départage de nos biens, comment on va partager nos biens, ce qu'on laisse. Donc c'est toujours bon de faire ça. Voilà, donc les annonces sont faites. Alors comme on a dit, si vous avez des commentaires, hein, n'hésitez pas. J'ai laissé 2 formulaires en avant, il y en a qui sont passés prendre. Un formulaire pour ceux qui ont des blocs à revenus, des immeubles à revenus, j'ai laissé un formulaire. J'ai laissé un autre formulaire pour ceux qui ont une entreprise individuelle. Genre un casse-croûte, genre un garage, un dépanneur, tous ceux qui sont en commerce individuel, qui sont travailleurs indépendants, travailleurs autonomes, ils ont des particularités. Un travailleur autonome peut prendre un exercice autre que l'année civile. Nous, c'est 1er janvier au 31 décembre, mais un travailleur autonome peut prendre une date autre. De même, un travailleur autonome peut faire des amortissements. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, hein. Donc, on ne peut pas prendre de salaire comme tel, mais on peut donner un salaire à notre conjoint, à nos enfants. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand on est travailleur autonome. Je fais quelques dépanneurs et je sais de quoi il en revient. Alors, allons vers le reste de nouveautés. Alors, on parlait, par exemple, pour le Québec. Alors, en termes de changement pour l'année 2022, le Québec annonce pour ceux qui ont acheté une nouvelle habitation, le montant maximal du crédit d'impôt qui peut être demandé relativement à l'achat d'une habitation admissible effectué le 1er janvier passe de 750 à 1500. On a doublé. Alors, il y a un crédit qu'on donne pour ceux qui achètent une habitation, une résidence pour la première fois. Donc, le crédit au Québec a doublé. Regardons le fédéral. Le fédéral dit le montant utilisé pour calculer le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation a augmenté à 10 000 pour une habitation admissible achetée après le 31 décembre 2021. Voyez-vous? Donc, les 2 gouvernements emboîtent le pas. Le Québec a augmenté ça de 750 à 1500. Hein, ça va être 100%. Alors, le fédéral a suivi le même pas, ou souvent c'est le fédéral qui donne le pas, le Québec suit. Le fédéral a également doublé sa mise. Avant, c'était 5 000, maintenant, c'est monté à 10 000. C'est certain, au fédéral, c'est 10 000 multiplié par 15%. Pas vrai? Avant, c'était 5 000 multiplié par 15%. Donc, il y a une bonification. J'aime ça. Chaque année, on bonifie les crédits. Le montant de base est bonifié et certains crédits sont également bonifiés. Alors, on me parle également, pour changement, on me parle des frais de garde d'enfants. Les frais de garde d'enfants, ce que le gouvernement veut, souvent c'est le provincial qui en parle, le gouvernement veut régulariser ce domaine. Pourquoi? Parce que toutes d'autres sortes de personnes donnent des reçus pour faire de garderie. Il y a des gens qui trichent. Je fais des impôts depuis 40 ans, il y en a qui trichent, qui font faire un reçu par grand-maman. Grand-maman donne un reçu pour dire j'ai gardé le petit Grégoire pour 3 000 $ l'année, mais sur un morceau de papier. Grand-maman écrit son nom, écrit son téléphone, et souvent, grand-maman met son assurance sociale. Ce n'est pas suffisant. Le Québec dit aujourd'hui, pour 2022, à compter de l'année 2022, toute personne qui fournit les services de garde au Québec compte une rémunération, a l'obligation de vous fournir un relevé 24. Ça a changé maintenant. On n'accepte plus de bouts de papier. Il m'arrive même de refaire, quand on me donne un bout de papier comme reçu de frais de garde d'enfant, je refais ça sur un relevé 24 qui a 3 copies. Une copie pour le parent, une copie pour la personne qui a fourni les services de garde et une copie pour le gouvernement. Donc, le gouvernement vient instituer ça. Donc, dès l'impôt qu'on fait là, ce mois-ci, le mois prochain, et jusqu'au 30 avril, on n'accepte plus les bouts de papier avec des montants écrits. On veut un relevé 24. Donc, il y a une obligation de produire un relevé 24. Si quelqu'un a gardé votre enfant pour vous, pas vrai, et la personne ne vous donne pas de reçu, vous ne pouvez pas déduire, surtout au Québec, c'est un montant remboursable. On vous rembourse 75%, on vous rembourse 50%, 60% de ce montant-là. Donc, ce sont de bons montants. On n'accepte plus de bouts de papier, on veut plus un relevé 24. Le fédéral n'a pas de relevé comme tel, mais ça prend un papier avec l'adresse de la personne, avec son nom, son prénom, son numéro d'entreprise, si la personne a un numéro d'entreprise, ça prend son téléphone, ça prend pour qui on a émis les frais, quelle année concernée, la signature. Donc, le fédéral demande un minimum quand même quand on ne demande pas un relevé officiel, fiscal, mais un minimum de renseignements à avoir sur le papier qu'on donne pour le fédéral. Continue encore, tout juste même lancé.
au niveau des changements, pardon, le fédéral a demandé à beaucoup de personnes qui ont reçu des prestations liées à la COVID de rembourser une année, de rembourser 2 ans, de rembourser 3 mois, de rembourser 4 mois. Il y en a beaucoup qui sont venus, il y en a qui remboursent 1000, il y en a qui remboursent 2000, il y en a d'autres qui remboursent 5000, 8000 en fonction. Il y a même une dame, j'ai vu, on a demandé de rembourser 10 000, elle avait pris 20 000. Donc on lui dit 10 000 est à toi, mais 10 000 il faut rembourser. Alors le fédéral me dit, cette personne qui rembourse ce montant de prestations liées à la COVID, la personne peut avoir une déduction. La personne peut demander de réduire parce que la personne n'a pas reçu le 20 000. Comme la dame qui a reçu 20 000, on lui a demandé de rembourser 10 000. Donc, il y a 10 000 qu'elle n'a pas reçu vraiment puisqu'elle doit rembourser ce montant-là. Donc, dans notre déclaration de revenus, il faut déduire le montant que vous retournez à Revenu Canada. Et ils ont donné un téléphone pour faire ça. Si jamais vous avez de plus de renseignements, c'est 1-800-959-7383 pour toute question liée au montant que vous devez rembourser suite à la COVID. Vous avez reçu trop, on vous demande de rembourser, alors vous devez rembourser et assurément vous allez recevoir un document qui vous demande de mettre tel montant à telle ligne donnée. Ensuite, nous allons vers, après l'achat d'une nouvelle maison, nous allons vers prestation de la COVID, on vous l'a dit. Donc, on vous l'a dit comment ça fonctionne, prestation COVID. Vous devez rembourser ce montant-là et puis le mettre dans votre impôt comme remboursement parce que le montant reçu en 2021 était trop élevé. Le gouvernement vous a demandé de retourner un certain montant. L'autre question que j'ai pour vous, mon enfant est au cégep, elle n'a pas reçu de papier de frais de scolarité. Alors, si votre enfant est au cégep, puis vous n'avez pas reçu de papier, il n'a pas reçu de papier de frais de scolarité, c'est à lui de faire la démarche. Tous les collèges et toutes les universités permettent à l'enfant d'aller sur son site, dans son dossier. Dans son dossier, il y a une rubrique relevés fiscaux. L'enfant doit sortir lui-même ce papier-là. Pas vrai? Ce papier n'est pas envoyé automatiquement, mais l'enfant a l'obligation d'aller sur son compte et de sortir le relevé. Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'on fait avec ce relevé-là? Si l'enfant a un revenu net ou revenu imposable, l'enfant peut utiliser son crédit de frais de scolarité. Mais si l'enfant n'a pas, ou le jeune n'a pas de revenu imposable, mieux vaut transférer ça aux parents. À ce moment-là, il y a une ligne à signer sur le papier, le formulaire, pour dire que je transfère à ma mère, je transfère à mon père tant montant de mes frais de scolarité. Et ça peut, il y a des parents, quand je leur parle de ça, on est obligé de retourner 2-3 ans en arrière parce que l'enfant n'était pas au courant qu'il pouvait transférer ses reçus de frais de scolarité liés au cégep et à l'université à ses parents. Donc c'est important de pouvoir, si l'enfant n'utilise pas, ne laisse pas traîner, mais vous pouvez toujours l'utiliser vous-même. Pas vrai? Ensuite, on me parle beaucoup sur les dons de charité. Les dons de charité sont reportables. Hein. Première chose, les dons de charité sont reportables. Ça veut dire quoi? Long montant, vous n'avez pas utilisé l'année passée, vous pouvez l'utiliser cette année. Mais encore, les dons de charité peuvent être familiaux. Ça veut dire quoi? Maman a cotisé, papa a participé, et fiston ou bien la fille a participé aussi, votre fille. On peut regrouper tous les dons en un seul montant et on déduit ça sur la personne désignée. Pas vrai? Monsieur peut décider son propre don. Madame peut décider son propre don. Les enfants peuvent. Mais aussi bien mes enfants à moi, ils étaient jeunes. Ils n'avaient pas encore de revenus à déclarer. Et mon épouse ou moi, un de nous, nous utilisions ces frais de scolarité pour réduire. Alors sur des crédits non remboursables, on ne vous retourne pas l'argent pour ça. Au contraire, on réduit, pas vrai, votre impôt à payer en ayant ça. Quelqu'un me dit, bon, j'ai pas reçu, j'ai tout donné en ligne, j'ai pas reçu de papier de mon église, de mon association, du centre religieux. Deux choses. Si vous avez fait par chèque, vous faites le total de vos chèques. Idéalement, c'est bien d'avoir le reçu parce que les dons de charité et les frais de garderie sont deux domaines très vérifiés par les deux gouvernements. Je reprends. Les frais de garderie, compte tenu c'est un montant remboursable. Les dons de charité, compte tenu c'est 50% déductible. Donc, le crédit qu'on vous donne, c'est 50%. Les deux gouvernements, le fédéral met beaucoup d'accent sur les dons de charité et le provincial met beaucoup d'accent sur
les frais de garde parce que le gouvernement provincial rembourse une partie. Pas vrai, 75%, 60%, etc. Donc c'est pour cela qu'on s'assure que si vous mettez don de charité, vous avez le papier. Mais si on vous donne ça au téléphone, le trésorier de votre église, de votre association religieuse, de votre centre culturel religieux, si ce endroit-là vous donne ça au téléphone, c'est aussi bon. On le met, mais c'est bon d'avoir le papier parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez être vérifié, puis on vous demande de participer à la vérification. On vous demande des papiers, fournissez les papiers, on vous donne des documents, fournissez les documents parce que c'est important dans votre dossier. On me parle également de tout ce qui concerne le régime assurance médicaments du Québec. Ça a changé. Hein. En 2022, ça va coûter plus cher à ceux qui n'ont pas d'assurance médicaments. Alors, imaginez-vous, l'assurance médicaments a deux volets. Il y a un volet travail, puis un volet personnel. Ça veut dire qu'on peut même acheter une police d'assurance médicaments. Pas vrai? On peut même acheter une police d'assurance. Dans la police d'assurance, il y a un volet médicaments là-dedans. Ou encore, là où vous travaillez, il y a une assurance groupe collectif. On dit collectif parce que c'est tous les employés qui y cotisent. Là, vous avez également, vous n'avez pas à payer l'assurance médicaments sur le formulaire rempli sur votre impôt. Vous n'avez qu'à dire que vous êtes couvert. On peut également couvrir le mari. Pas vrai? Le mari peut être couvert par l'assurance de madame. Madame peut être couverte par l'assurance de monsieur. Mais là encore, il faut que ce soit indiqué sur le formulaire, je suis couvert par mon épouse ou je suis couvert par mon époux. C'est aussi bon. Alors, on mentionne que ce montant a augmenté. Pas vrai, l'assurance médicaments, pas vrai, a augmenté. On me dit ça passe ça passe à 710. Avant, c'était dans les 659, 650. Maintenant, c'est passé à 710. Ça a augmenté. On me dit également les frais médicaux. À compter de 2022, pour le provincial, les dépenses suivantes peuvent, à certaines conditions, donner droit au montant pour frais médicaux. Dès qu'on parle de frais médicaux, on ne parle pas de médicaments achetés en vente libre. Pas vrai, vous êtes enrhumé, vous avez de la fièvre, vous avez acheté du Tylenol, vendu sur les étagères, ce n'est pas de type pour faire d'impôt. Mais si un médecin ou un professionnel de la santé vous prescrit des médicaments, il y a des ordonnances médicales, oui, c'est déductible pour faire d'impôt. Pas vrai? Et là encore, on peut assembler tous les reçus de la famille, mettre ça ensemble et mettre ça sur la personne qui a le revenu le plus bas parce qu'il y a un certain montant qui n'est pas déductible en partant. Les frais médicaux engagés relativement à une mère porteuse sont déductibles cette année. Les remboursements des frais médicaux faits à la mère porteuse sont déductibles aussi. Les frais payés à une clinique de fertilité ou à une banque de donneurs sont également déductibles. Donc, il y a tout un ensemble de changements qu'on a proposés pour 2022. Il y en a d'autres que je ne vous lis pas, ça ne vous concerne pas. Ça concerne des dividendes. Bon, il y en a parmi vous, vous n'avez pas de dividendes vraiment, mais les dividendes, les taux ont changé. Même chose pour maintien à domicile des aînés. Pas vrai, on a bonifié ce montant-là. Donc, il y a beaucoup de bonifications faites au provincial touchant l'impôt 2022. Et c'est certain, la personne qui prépare votre déclaration de revenus doit être au parfum de ces changements-là, doit être courant de ces changements-là, parce que quand je prends la colonne crédit remboursable, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Il y a le crédit des boucliers fiscal, il y a le crédit soutien aux aînés, il y a le crédit à la prime au travail, il y a le crédit d'impôt maintien à domicile des aînés. Il y a un paquet de crédits, j'ai devant moi, je ne peux pas tout lire pour vous, il y a une vingtaine, mais c'est pour vous dire que arrangez-vous, soyez au courant de ce qui se passe. Il ne faut pas que votre déclaration soit une lettre dans une boîte postale. Vous devez poser des questions. Et je sais que moi qui vous parle, j'ai une bonne clientèle de gens qui viennent d'Afghanistan, de l'Inde. Comment c'est arrivé? C'est qu'il y a un bureau comptable qui a fait leur impôt. Et voilà qu'ils ont reçu de nouveaux papiers. Ils voulaient faire le suivi. Le monsieur dit, je viens savoir. J'ai fait votre déclaration de revenus, là, c'est fini pour moi, là. Votre avis de déclaration, rangez-vous avec ça. Vos nouveaux papiers. Le résultat, la personne est venue me voir pour refaire. Donc, j'ai pu refaire. Depuis lors, j'ai une belle clientèle qui vient d'Afghanistan, qui viennent de l'Inde. Alors, une famille te prend, l'autre famille te joint. Donc, on fait des références l'une à l'autre. Donc, j'ai plusieurs membres de la famille afghane, des Afghans pour qui je travaille et depuis 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler au 514-790-2726 et Junie Limage se fera le plaisir de me transmettre le message. Ou encore, vous avez des questions précises pour moi, c'est 450-448-1104. Je n'ai pas le numéro de M. Marcelin devant moi, celui qui a fait le REER, mais je vous donnerai ça à une prochaine émission. Donc, on a couvert le tout
Tout ce qui nous reste pendant les 3 minutes, c'est des questions posées sur revenus locatifs et dépenses d'immeubles locatifs. Alors, rapidement, quand vous achetez un immeuble à revenu, vous avez des revenus de loyer et vous avez également des dépenses engagées pour gagner ce revenu-là. Ce que la littérature financière dit, c'est que quand vous achetez un immeuble, la taxe de bienvenue, qu'on appelle la taxe de mutation, n'est pas déductible l'année courante que vous achetez cela. C'est ajouté au coût. Quand vous payez les frais de notaire à l'achat, toujours on parle de l'immeuble à revenu. L'immeuble résidentiel, on ne met pas d'année pour l'immeuble résidentiel. L'achat, la première année, on met le montant, on prend le crédit. On veut dire 10 000 pour le fédéral, on prend le crédit à 15%. Mais les dépenses liées à ce bloc, pas vrai, on parle de immeuble à revenu, 5, 4, 3, 2, peu importe. À ce moment-là, on sait très bien, la taxe de bienvenue n'est pas déductible l'année courante. Les frais de notaire ne sont pas déductibles l'année courante non plus. Il y a les frais de coûtage, ce que vous payez à l'agent ou au coût immobilier, c'est 1/5, c'est 20% par année. Ce n'est pas déductible l'année courante, c'est réparti sur 5 ans. Donc, on a beaucoup de dépenses qui sont courantes, qu'on peut déduire, comme les frais et réparations. Même là encore, il faut faire attention. Si vous remplacez votre 3, ce n'est pas l'année courante qu'il faut faire ça, parce que le 3, c'est 20 000, c'est 18 000. On va répartir ça sur plusieurs années. On va mettre ça sur le coût de l'immeuble. Et quand vous allez vendre, vous allez tenir compte. Si vous voulez amortir, ce que nous déconseillons aux gens d'amortir un immeuble locatif, je n'ai pas fait ça. J'ai fait ça 2 fois. C'est parce que la personne avait des impôts à payer. Pour réduire l'impôt à payer, j'ai pris l'amortissement sur l'immeuble locatif. Sinon, on ne fait pas ça. Donc, quelqu'un m'a posé une question, je fais une recherche. Lors d'un litige, vous achetez un immeuble à revenu. Et voilà, il y a un litige parce qu'il y a une confusion entre vendeur et acheteur. Vous avez pris un avocat, ça va vous coûter 5-6 000. Est-ce qu'on peut le mettre dans l'impôt de l'année courante? J'ai vérifié avant de venir en ondes. La littérature ne dit pas ça, mais je vais fouiller auprès de Revenu Québec ou Revenu Canada et puis je reviendrai avec cette réponse. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ce n'est pas une honte de dire qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas, on ne sait pas. On va chercher l'information. S'il est disponible, on la transmet au client. Voilà la revue pour aujourd'hui. Donc, ça m'a fait plaisir d'avoir animé cette émission. Merci de votre écoute. Et n'oubliez pas d'inviter vos amis à l'écouter aussi parce que je reçois des feedbacks régulièrement dans les différents déplacements que j'ai à Montréal. Je reçois des gens qui me disent oui, ils écoutent l'émission, puis ils me posent des questions sur la déclaration, sur le REER ou sur le CELI. Voilà, Jean-Claude Bien-Aimé à l'appareil. Je vous donne rendez-vous à une prochaine chronique. En attendant, prenez soin de vous et préparez-vous pour l'impôt qui s'en vient. Merci. À la prochaine. Bye.